Bienvenue dans ce 7e numéro de Politiquement Correct. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui porte sur la famille, qui intéresse tout le monde, qui intéresse aussi bien les hommes que les femmes et les enfants, c'est celui de la polygamie. Et pour en discuter avec moi aujourd'hui, Awa Ba, qui est auteur de cet essai, hein, Polygamie, la douleur des femmes. Elle est également présidente de l'association EFAPO, En finir avec la polygamie. Bonjour. Bonjour. Avec moi également M. Sekou Magassa, qui est président de deux associations, CARTA et puis IDE, Initiative pour le développement. Bonjour. Bonjour. Avec moi également un avocat, Maître Lioutal, qui est conseiller juridique, spécialiste du droit des étrangers et surtout président du RADUC. Bonjour. Bonjour, merci. Comme fil rouge pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons une chanteuse, Assa Gassama, qui nous donne déjà son point de vue sur le sujet que je venais d'évoquer, celui de la polygamie. Awaba, de retour de ce que vient de nous dire Assa Gassama, quelle est votre première réaction en tant que femme, puisque c'est ce qu'elle dit en préambule de sa déclaration? Pour revenir sur ce qu'elle a dit, effectivement, en tant que femme, c'est très très dur d'accepter la polygamie, parce qu'on subit effectivement. Je l'évoque dans mon livre, la polygamie avec la souffrance des femmes. Ce qu'elle dit, je suis tout à fait d'accord avec Assa Gassama de sa position envers cette forme d'union que je trouve archaïque et barbare envers les femmes. D'accord. Voilà. Archaïque et barbare, Monsieur Tal. Ça me dérange carrément d'entendre ces propos. C'est tout le contraire. Je peux comprendre qu'une femme qui n'a pas donné son consentement, que ce soit dans une union polygamique ou monogamique, c'est dangereux. La femme doit consentir partout dans le monde à se marier ou à ne pas se marier. Ça, c'est un problème. Au-delà de ça, pour moi, tout est abus. Non, si elle est consentante, il n'y a pas de problème. Oui, donc si elle est consentante, la polygamie. Et là, elle vient de dire que... La polygamie, oui. Oui, la polygamie, si elle est consentante, c'est son droit. Aucune autre personne n'a le droit de dire à cette femme, c'est pas bon pour vous. Qui donne la prérogative, le privilège, le droit à une femme lambda comme Madame Ba de dire ce qui est bien matrimonialement pour Madame Diakhaté, Madame X. Ça, c'est aussi de l'abus. Et ça, dire que c'est barbare, la polygamie, de la part d'une Africaine, ça m'inquiète. De sa part, elle est un peu modérée, mitigée, mais je ne suis même pas d'accord avec elle. Si elle dit qu'elles ne sont pas heureuses, je dis la seule condition pour que la femme soit vue comme pas heureuse dans une union, comme je dis, c'est qu'elle ait été forcée. Mais il y a des femmes qui choisissent volontairement la polygamie. J'ai eu des étudiantes, aussi diplômées ou parfois plus diplômées que certaines d'entre les femmes qui défendent la non-polygamie, qui m'ont dit, Monsieur Tal, moi, mon choix, c'est la polygamie. Des magistrates de carrière. Mais celles-là, elles ont le choix. Vous parlez de femmes qui ont le choix. Je parle du postulat du départ où il y a le choix. À partir du moment où il y a un consentement, oui, on ne peut pas stigmatiser la polygamie. Oui. Et ça, l'absence de choix, ce n'est pas valable que pour la polygamie. Même pour la monogamie, pour le mariage, on ne peut pas marier quelqu'un sans son consentement. D'accord. On est d'accord? Très bien. Votre avis, monsieur Je partage le même avis que monsieur Tal. Et tout simplement, je pense que la seule chose que je vais ajouter, c'est le fait que dans certains cas, il y a les pesanteurs sociales qui font que la femme n'est pas à même de dire exactement je veux ou je ne veux pas. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, au niveau de la ville ou en tout cas d'un certain niveau, les femmes qui ont un certain niveau d'éducation, peut-être elles peuvent se dire je peux, je veux, je ne veux pas. Or, dans certaines parties du monde, les populations ou les femmes n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix parce que la société impose pratiquement le mariage. C'est-à-dire qu'une fille
qui n'est pas mariée à un certain âge, elle préfère le mariage polygamique, et polygamique que de rester célibataire. Parce que le célibat des filles, chez nous par exemple, c'est pratiquement une abomination. C'est-à-dire au Mali. Au Mali. Donc du coup, moi je pense qu'il faut relativiser cette question-là. Maintenant, en fonction des situations, c'est vrai que dans certaines sociétés, comme en France par exemple, la situation est tout à fait différente. D'accord. Voilà. Ça, c'était pour poser le débat. Je ne l'ai pas fait exprès, mais là, on se retrouve dans une situation, non pas de polygamie, mais vous pourriez être en situation de polyandrie. Hein. Il y a 2 hommes pour une femme. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais polyandrie, tout à fait. Ah non, c'est pas si simple que ça, la polyandrie. Oui, d'accord, mais ça peut l'être. C'est pas si simple que ça, que ce soit polygamie, que ce soit polyandrie, moi je dis. Parce que la seule chose qu'il faut regarder, c'est ceux qui sont au centre. C'est qui sont au centre, c'est les enfants. C'est important de penser à eux avant de penser à polyandrie, que ce soit polyandrie, que ce soit polygamie. Oui, nous allons aborder la situation des enfants. C'est qu'au moment de poser le débat, nous avons évoqué 2 aspects. Nous avons évoqué les pesanteurs sociales qui peuvent être dues à l'environnement dans lequel on est, notamment dans nos pays d'origine. Il y a également la situation en France. La polygamie n'est pas reconnue comme forme d'union en France. Et ça pose un vrai problème. C'est là que ça pose un problème au niveau des sociétés africaines, puisque le thème, c'est la polygamie et l'intégration en France. Comment vous vous positionnez par rapport à cela? Est-ce que vous pensez que la loi devrait évoluer, comme on l'a vu avec le mariage pour tous? Est-ce que vous pensez qu'on doit rester dans une situation qui est celle de la législation actuelle en France? Moi, je dirais même le durcir. Le durcir, parce que je pense que le fait que la polygamie est interdite en France, ça n'empêche pas que la polygamie continue à évoluer en France. Donc, pourquoi pas le durcir encore, prendre d'autres sanctions beaucoup plus drastiques, parce que être polygame dans un pays où la polygamie est interdite, c'est un abus. C'est un abus, c'est... Maître peut-être peut me dire que c'est hors la loi. Voilà, c'est hors la loi. Oui. Donc, ce qui fait que, comme les gens ne respectent pas ça, donc normalement, là, en France, ils devaient essayer que les députés en parlent ou bien qu'on prenne en tout cas d'autres mesures beaucoup plus drastiques pour l'interdire carrément. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place déjà. Souvent, c'est des familles qui se retrouvent dans des situations pas possibles. Il y a l'éducation des enfants qui joue, il y a la souffrance des femmes et puis même la souffrance des voisins parce que souvent, c'est une cohabitation pas possible qui se passe au sein de ces familles-là. D'accord. Très rapidement, je prends votre mot cohabitation, mais il y a eu la décohabitation depuis un certain temps, depuis les lois Pasqua de 93. Après, il y a eu la décohabitation. Et aujourd'hui, les familles polygames ne vivent plus ensemble, on va dire. C'est-à-dire que très souvent, les 2 femmes, si c'est 2 ou 3, sont séparées. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne vivent pas sous le même toit. Sous le même toit. Donc, cet aspect de promiscuité, à mon avis, il tend à disparaître. Alors, ça ne veut pas dire que le problème est réglé pour autant. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut regarder l'évolution de ce phénomène. De mon point de vue, ce phénomène a beaucoup régressé depuis un certain temps, pour une raison très simple, de mon point de vue. C'est-à-dire que ceux qui arrivent actuellement arrivent avec d'autres compétences, avec d'autres façons de voir la société française ou même africaine. Donc du coup, la polygamie n'est plus comme avant, il y a 15, 20 ou 30 ans, où ceux qui venaient n'avaient pas d'autres repères que les repères sociaux du pays de départ ou du village de départ. Et donc, du coup, très souvent, on s'est trouvé dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, très souvent, ceux qui viennent, les jeunes qui arrivent, ils ne se marient pas à 2, ils ne se marient pas à 3. Jamais, c'est très, très rare. D'accord. Donc, voilà. Ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint un stade dans lequel les jeunes qui décident de se marier prennent une seule épouse. Une seule épouse, tout à fait. Ou 3. Tout à fait. Mais de l'autre côté, le problème ne se pose pas que par rapport à ceux qui sont ici. C'est qu'il y a la question de la transcription des mariages également. Si la personne s'est déjà mariée dans son pays, qui s'est mariée sous le régime de la polygamie et qu'il arrive en France avec sa première épouse, qu'il veut faire un regroupement familial avec la deuxième, comment on fait? On doit dissoudre le mariage qui a été fait dans le pays d'origine? Je pense que vous avez soulevé un élément très important qui doit être le point de départ au niveau juridique. L'ordonnance de 1945, du 2 novembre, a été modifiée, comme vous l'avez dit, en 1993, 24 août. Cette loi, elle est très restrictive et même attentatoire des droits fondamentaux. Parce que, d'après cette loi, qui a fait l'objet d'une circulaire en 2000 par le ministre de l'Intérieur, je donne un exemple.
un Malien ou un Sénégalais qui est déjà marié depuis 1976 ou avant, qui avait un titre de résident, se voit retirer son titre de résident alors que la loi est postérieure au fait en tant que tel, ce qui est contradictoire par rapport au principe du droit français, principe fondamental et élémentaire de non-rétroactivité des lois. Or, la France l'applique. C'est une violation du droit. Quand on l'a dit devant le Conseil constitutionnel a dit oui, certes, il y a un principe fondamental qui relève de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à une vie privée familiale normale, mais ça s'apprécie en fonction du droit français. Ce n'est pas vous, c'est notre droit. On peut le comprendre, mais à condition qu'il n'y ait pas de discrimination. Or, pour les Algériens, l'Algérien, votre combat que vous dites n'a pas de sens pour un Algérien. D'après l'accord entre la France et l'Algérie du 27 décembre 1968, l'Algérien peut être polygame ici et n'est pas concerné par cette loi. Pire encore, à Mayotte, à Wallis et à Futuna, on leur donne une exception. Pourquoi on dit qu'ils relèvent de leur statut personnel? Mais vous savez que le Sénégalais qui est polygame, c'est son statut personnel. Donc quelle est la loi? Vous n'avez même pas de base juridique pour défendre cela. La loi française, elle est incohérente. Le problème qui se pose, ce n'est pas la polygamie en tant que telle. L'injustice dont vous parlez, les familles nombreuses. Et on a vu ici un Malien, un Sénégalais qui a 10 enfants avec une seule femme. Donc le problème ne se pose pas. Quelqu'un peut être polygame et avoir que 3 enfants. On est d'accord? Vous, ce qui concerne l'exemple que vous donnez pour le Mali, c'est un faux exemple. Les problèmes de mariage arrangé, les mariages gris, comme on dit avec Éric Besson, ça se pose avec la problématique migratoire. Vous vous mariez à votre cousin pour qu'il vienne en France. C'est un autre problème d'immigration irrégulière. Donc ça n'a rien à voir avec la polygamie. C'est pour vous dire que tous les exemples n'ont rien à voir avec la polygamie. On stigmatise la polygamie parce que ça concerne une certaine catégorie de population. Quand c'est les Algériens, on a eu un accord, on sait bien pourquoi on a privilégié les Algériens. Quand c'est Mayotte, on sait que ce sont des Français, mais néanmoins des Comoriens d'origine, des cultures comoriennes et musulmanes qui ont statutairement la polygamie dans leurs mœurs. Il serait ridicule de leur dire que vous ne serez plus polygame. Et pourquoi on l'impose aux autres Africains? Il y a l'élément d'extranéité. C'est juste ça, madame. Donc pour vous dire ça, c'est au niveau juridique. Maintenant, dans le fond, pour revenir à ce que vous dites, dire qu'il faut des lois encore plus sévères, ce serait pour moi attenter au droit même de l'individu d'être ce qu'il est. Et si on le fait, la France le faisait, les autres pays ont le droit aussi. Vous savez qu'en matière de droit international privé, il y a des règles de conflit des lois. Si vous me l'appliquez, je vous applique la réciprocité. Je dirais aux Français lambda, avant de vous marier ou de vivre au Sénégal, vous devez renoncer soit à manger du porc, vous devez vous convertir à l'islam. Vous savez, il y a des pays où c'est le droit musulman. Nous, on ne l'a pas. On a un droit moderne, inspiré du code civil, mais qui prend compte de nos coutumes islamisées. Depuis 1968, avec le code de la famille, vous le savez, on a essayé de créer un compromis. Il y avait 68 coutumes, ce n'est pas facile, à mettre en concordance, en harmonie avec le code civil pour que tout le monde y trouve son compte. Et là, vous venez aujourd'hui pour dire que c'est de la barbarie, mais c'est dangereux. Ici, on va vous applaudir. Mais dans ces pays-là, on vous considérera comme un problème. Mais là, encore une fois, nous parlons de cas de personnes qui se sont mariées avant que la loi soit votée. Oui. Donc, ces personnes-là ne sont pas nombreuses. Aujourd'hui, elles doivent représenter au maximum 5% de la population. Mais le problème, c'est que ces personnes souffrent de ça. Vous savez qu'en ce moment, j'ai une dame sénégalaise, sénégalo-malienne, qui est là depuis 1976, donc avant la loi, qui a eu 2 titres de résident. 4 enfants qui sont de nationalité française nés ici. On lui a retiré sa carte de résident pour lui donner à la place un titre de séjour visiteur. Elle ne peut rien faire, alors que cette dame a vécu ici pratiquement plus de 40 ans. Donc pratiquement plus française que beaucoup de Français qui sont nés après elle. Sur quelle base? Parce qu'on a appliqué la rétroactivité de la loi. On a dit que oui, on a triché. On ne va pas vous retirer le titre. On vous laisse le titre continuer après 1996. Ça veut dire qu'au plus tard, après 2003, il n'y a plus de titre de résident pour un polygame. Ça veut dire au plus tard 10 ans. Est-ce que ça, ce n'est pas une injustice? C'est un drame humain surtout. C'est un drame familial même. Oui, ça je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est sur ce côté juridique que je ne connais pas trop, mais qui fait que si cette femme a eu sa carte de séjour en 1976, qui est quand même avant la loi Pasqua, je trouve injuste qu'on puisse le retirer, sa carte de séjour, pour des problèmes polygamie. Parce que, comme je parle de la polygamie, ici en France, les lois françaises ont du mal à gérer le problème. Ça, il faut le savoir. C'est pour cela que les autorités n'en parlent pas. Donc ça, moi, c'est pour cela que je combats cette forme de polygamie en France. Mais donc, il faut que la loi française, comme je dis, moi, quand je parle de la polygamie, je parle de la souffrance des femmes. J'alerte les gens sur la souffrance des femmes. Est-ce qu'elles souffrent? Mais si elles souffrent, même si elles ne le disent pas, elles souffrent. Non. Même si elles ne le disent pas. La polygamie choisie, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la polygamie choisie, ça c'est autre chose. Mais la polygamie imposée, c'est ce qui se passe souvent.
la plupart, c'est de la polygamie imposée. Imposée par qui? Par le mari. Ça fait mal. En France ou dans les pays d'origine? En France, c'est-à-dire dans les pays d'origine, ou en France, soit il va au pays, il va épouser une deuxième qu'il impose à sa femme, c'est comme ça. Donc c'est l'islam qui me donne l'autorisation. Ça fait très mal, même si la femme ne se plaint pas. Et ça fait très mal. Et que les enfants, est-ce qu'on a pensé aux enfants qui sont là à voir, qui vont avoir, bon, certes, des demi-frères, des demi-sœurs, et est-ce qu'on a pensé à eux? Est-ce qu'on a... Il y a un aspect là-dedans, Oui. mais c'est l'entretien avec Assa Gassama que je n'ai pas diffusé. C'est un extrait où elle parlait de cela. Et elle disait, au moins l'avantage, je me fais juste porte-parole, hein, l'avantage en polygamie, c'est que je connais tous mes frères et sœurs. Et pour elle, ça c'est déjà un argument qui fait que même si c'est dur en tant que femme, même si c'est dur en tant qu'enfant, il y a cet élément de... À l'avenir, au moins, il y a une transparence sur le fait que nous sommes tous issus du même père et pas forcément de la même mère. Oui, bon, je n'ai pas entendu non, c'est un élément qui était dans l'interview, mais qui n'a pas été diffusé. Donc, oui. Qui n'a pas été diffusé. Oui. Donc, si elle le dit, qu'elle, au moins, elle a pu se retrouver parce que, au moins, elle connaît, comment dirais-je, ses frères et sœurs. Oui, parce qu'il y a, comme je dis, dans tout, il y a toujours un avantage et un inconvénient. Mais l'avantage de la polygamie, c'est minoritaire par rapport aux inconvénients. Donc ça, il faut le savoir. Moi, je n'ai pas vu d'inconvénients, en fait. Vous parlez, j'aime entendre les inconvénients, on essaie de les aborder. Voilà, ça, donc moi, j'ai croisé quelqu'un qui m'avait expliqué, qui vit en France, qui me dit que mon père était polygame et que lui-même, c'est un homme, il me dit, je n'épouserai jamais une noire. Je lui dis, mais pourquoi? On discutait. Il me dit, parce que j'ai toujours peur d'épouser ma sœur parce que mon père était polygame et que voilà, il avait plusieurs femmes. Donc quand on vient pour rejoindre un peu Madame Gassama, c'est vrai sur ce bon, si se réunissait, ça veut dire qu'elle a réussi à connaître ses frères et ses sœurs, demi-sœurs, mais ceux qui sont derrière, elle le connaît parce que souvent un homme polygame, ne vous inquiétez pas, il en a d'autres. Même s'il est polygame, il y a d'autres qui sont derrière. Ça c'est pas que le polygame. Non, voilà, justement. Mais donc, je veux dire, si, elle connaît cela, mais peut-être qu'elle ne connaît même pas ce qui est derrière. Elle connaît avec qui elle vivait. Donc, voilà. Donc, le problème fondamental, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que la polygamie, de nos jours actuels, est-ce que la polygamie a sa place dans la société actuelle? Est-ce qu'il faut voir quels sont les inconvénients, enfin, regardez bien les inconvénients que ça produit, la polygamie, dans nos pays, et ici en France aussi, au niveau des enfants, au niveau du développement, au niveau culturel, etc. Regardez, voilà, je ne suis pas là. Et puis, même pour les hommes, peut-être il y a des hommes qui ne veulent même pas être polygames, mais qui sont obligés d'être polygames à cause de la tradition. Si, ça arrive. Très bien. Très bien. J'en profite pour passer la deuxième partie de l'interview avec Assa Gassama, où elle parle justement de la souffrance des enfants. Ouais. Je vous invite à l'écouter. D'accord, merci. Awaba, vous avez suivi Assa Gassama, qui parle des difficultés qu'elle a dans son école, qui parle des difficultés qu'elle a rencontrées à l'école à travers la stigmatisation de ses amis, de la maîtresse d'école, par exemple, de l'institutrice. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi,
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Madame Gassama. Effectivement, les enfants issus des familles polygames, surtout en France, on souffre beaucoup, même dans nos pays. Hein, ils souffrent beaucoup, mais là, on est en France, dans le cadre de la France. Ils sont stigmatisés et puis c'est des enfants qui ont du mal à s'intégrer comme il faut. Ils ont du mal, effectivement, à s'intégrer parce qu'ils ne connaissent pas leur position. C'est surtout la position vis-à-vis de la société. Et ça, je pense qu'un homme polygame doit penser... Ce qu'elle appelle la norme. Voilà, doit penser à ses enfants, doit penser aux souffrances. Parce que souvent, ils n'en parlent pas. C'est très, très rare qu'ils en parlent parce que, bon, voilà, ils sont souvent éduqués de ne rien dire. Souvent, on leur dit qu'il ne faut rien dire. Donc, ils vivent dans la cachette, la plupart. Et ce qui fait qu'ils ont une souffrance psychologique qui peut même nuire demain à leur avenir. Donc, c'est important d'en parler, ces enfants-là, pour qu'ils puissent au moins de penser à leur avenir. C'est important. D'accord. Il y a un ostracisme, une forme de déni, Monsieur Tal? Moi, c'est plutôt au contraire, il y a un fantasme. On part d'une réalité éphémère et peut-être même, comme il le dit, une réalité qui tend à disparaître. Et puis même au niveau des chiffres qu'on ne sait pas, il n'y en a pas beaucoup par rapport à la population française. C'est un petit détail, quelques personnes qui sont concernées. D'où cet engouement au niveau associatif d'en parler davantage. Quand on en parle davantage, on pense que c'est un gros problème. Maintenant, pour revenir sur le propos, par exemple, de Mme Gassama, pareil, je dirais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que s'il s'agit d'un problème existentiel, il faut faire l'effort pour régler ce problème. Mais je dirais aussi que ce problème existentiel n'a rien à voir avec la polygamie. Ce problème de repère de ces enfants est inhérent à leur intégration ici en France. Il y a un problème de culture. Je ne parlerai pas de choc des cultures, mais il y a un problème de reconnaissance. L'enfant n'a pas encore retrouvé ses marques dans la nouvelle société. Ce n'est pas le fort de la polygamie. C'est pareil pour l'enfant qui relève d'une famille monogame. Et quand vous parlez aussi de stigmatisation, si vous pensez qu'on doit stigmatiser les enfants parce que papa a 2 femmes, et parfois maintenant, de plus en plus, qui ne vivent même plus sous le même toit, comme vous l'avez souligné à ce titre. Pourquoi ne pas stigmatiser a fortiori l'enfant qui est d'une famille recomposée, avec un père qui s'est marié 2 fois, avec 2 frères et sœurs, et la maman qui aussi s'est mariée avec 2 frères et sœurs. Ça fait 4 ou 8 personnes dans la famille, et pourtant ça ne vous intéresse pas. Vous ne vous engagez pas pour ces enfants de familles françaises qui sont recomposés et qui ont du mal aussi pour voir qui est le papa, qui est la maman au niveau artificiel. Ôtez-moi juste un doute. Oui. Je pense que la polygamie en France est interdite depuis les années 70 à peu près. Quand je vous entends vous exprimer, c'est comme si aujourd'hui, on a encore des familles mariées sous le régime de la polygamie en France. En fait, les familles ne sont pas mariées sous le régime de la polygamie. Là, c'est une question très pertinente. Oui. Le délit de bigamie ici existe en France comme ça existe au Sénégal. D'accord. Pour la femme n'a pas le droit de se marier à un deuxième homme. C'est une cause de divorce à cet ordre exclusif. L'homme n'a pas le droit, s'il a choisi la monogamie. Et c'est ça, c'est les vraies solutions que vous devez aborder. Je vais peut-être y venir pour régler ce problème de polygamie. Oui. Vous les avez occultées. L'homme peut être aussi coupable de délit de bigamie. Par contre, le mariage qui est célébré à l'étranger, oui. L'étranger qui est polygame dans son pays d'origine, il n'est pas polygame ici. Parce qu'il ne pourra jamais se marier 2 fois en France. Ça, on est clair. Ça n'existe pas. Donc, mais il peut exercer cette union célébrée à l'étranger, il peut l'exercer ici. Et il a tendance à l'exercer. Il y en a qui le font. Maintenant... C'est-à-dire qu'en France, il s'est marié et puis il va contracter un autre mariage dans son pays d'origine. Après ce premier mariage. Voilà, ou bien même il a déjà eu, avant de venir en France, 2 ou 3 ou 4 femmes. Et il vient ici avec une femme, il fait venir une autre femme. Donc il exerce sa polygamie. Mais il ne peut pas faire de regroupement familial. Il ne peut pas faire de regroupement familial parce que c'est une des conditions de regroupement familial maintenant. Et il ne peut même pas, comme on avait dit tout à l'heure, il peut perdre sa carte de résident. Tout à fait. Il peut perdre sa carte de résident parce que, comme on a dit, l'ordonnance de 1945 a été révisitée et remodelée en 1993. Tout le monde a sait pourquoi. Parce que c'est pour lutter contre cette invasion d'immigration qui avait pris à prendre de l'ampleur à partir des années 90. Ce n'était pas pour des questions de principe pour la polygamie. C'était un maillon de la lutte contre les flux migratoires. Ça, vous le savez, avec les lois Pasqua, ministre de l'Intérieur. Avec la polygamie aussi. Non, je veux dire qu'il voulait s'attaquer contre la polygamie africaine. Il faut dire les choses comme telles. Il ne faut pas être démagogique. C'était ça le problème. Ce n'était pas la polygamie en tant que telle. Sinon, il se serait attaqué à la polygamie algérienne. Les Algériens relèvent d'une convention qui leur permet d'être polygames ici. Or, le Conseil constitutionnel français lui-même, qui a fait preuve de démagogie, a dit que oui, votre droit à une vie privée familiale normale tel que consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut pas s'appliquer en France parce que nous, on applique nos mœurs, nos us et nos coutumes. Alors, quitte de l'Algérien, il l'applique ici. Quitte du polygame qui vient de Mayotte, de Wallis, de Futuna,
Donc il y a une discrimination, il y a une aberration. Vous savez que c'est de l'amalgame. Et on vous emporte dans cet amalgame, vous défendez des théories, vous avez parlé tout à l'heure de barbarie. C'est trop fort, ce mot n'existe pas. La polygamie est un facteur de régulation sociétale dans pas mal de sociétés où, à cause de ce qu'on appelle le respect de la tante, qu'on considère de l'oncle, il y a un apaisement. Et vous n'allez pas me démentir qu'ici, les enfants qui causent le plus de problèmes dans nos banlieues, ce ne sont pas des enfants issus de familles monogames, comme l'a dit un certain Philippe de Villiers. Après les émeutes de 2005, on a constaté que c'est des enfants de familles monoparentales, si vous voulez qu'on dise les choses. Donc il ne faut pas continuer à stigmatiser la polygamie. Madame Ba. Pour répondre à M. Tal, donc, les enfants, vous dites que les enfants qui créent plus de problèmes, c'est les enfants issus de familles... Je n'ai pas dit ainsi ma phrase. J'ai dit que vous ne pouvez pas dire que ce sont les enfants de familles polygames qui causent plus de problèmes. Mais en tout cas, c'est des enfants issus... La plupart, c'est des enfants issus de familles monogames ou polygamie. Mais le problème principal, comme je dis, là, actuellement, on parle de la polygamie. La famille monogamie, certes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, que ce soit dans la famille. Mais quand on regarde une famille polygame, il y a beaucoup plus de problèmes. Parce que moi, ce que je défends aujourd'hui, c'est la souffrance. C'est la souffrance qu'on impose aux femmes. C'est la souffrance qu'on impose aux hommes. C'est ça que je défends. Et aux enfants également. Pourquoi? Mais quelle est cette souffrance? Il faut la décrire. Vous la nommez et vous la décrivez. Madame Ba va le faire. Madame Ba va le faire. Mais cette souffrance, la femme, comme je dis, parce que souvent, c'est des femmes qui viennent de nos pays qu'on ramène. Souvent, ces femmes-là, vous venez de le dire, quand ils arrivent ici, ils ne sont pas venus en regroupement familial. Donc, la plupart n'ont pas de papier. Donc, que cette femme-là, comment voulez-vous qu'elle se défende? Comment voulez-vous qu'elle se défende, cette femme-là? Elle est obligée. Elle est obligée de se taire, même si elle souffre. Parce que partager quelque chose qu'on aime, mais on ne peut pas partager ce qu'on aime. C'est ça, parce que vous êtes homme, vous êtes dans votre position homme, mais la femme qui est là à partager son mari, qui sait que son mari va sortir de sa maison, qui va aller dans une autre, avec une autre femme, ça fait très mal. Et ça, ce n'est pas le fort de la France. Donc vous attaquez de la polygamie en tant que tel, même en Afrique. Oui, c'est ça. Dites-le alors, soyez clair dans votre propos, madame. Mon combat, ce n'est pas uniquement ici. Je dis en finir avec la polygamie, c'est aussi bien dans nos pays d'Afrique, et même, je vais aller plus loin, parce que moi, ce que je souhaite, c'est qu'un député ici en France prenne les choses, la polygamie, comme une sorte de violence faite aux femmes, et qu'il puisse travailler avec nos pays d'origine au niveau de la source pour lutter contre la polygamie, et que les députés dans nos pays puissent prendre ça, puissent prendre ça au sérieux. C'est ça notre combat. Est-ce que vous allez leur demander de réinventer l'islam, par exemple, qui influence leur culture? Vous allez réécrire le Coran, par exemple? Vous allez réécrire le Coran? Non, ce n'est pas important, c'est mes idées qui sont importantes pour l'instant. Vous savez ce que dit le Coran sur la polygamie? Le Coran demande quoi? Le consentement de la femme. Oui. Mais est-ce que ça se fait? Ça se fait jamais. Ah non, si. Ça se fait jamais. Les femmes sont consentantes, madame. Non. Il y a quelques femmes à qui on force ça, c'est le mariage forcé. Pour ramener le débat au contexte français, enfin en France ici, il y a vraiment une question sur laquelle je pense qu'il faut être très clair. Les difficultés d'intégration ne sont liées ni à la polygamie, ni à la monogamie. Ce n'est pas, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement des questions qui sont liées soit aux conditions de vie autres que la polygamie, c'est-à-dire en gros les problèmes de moyens, en gros les problèmes de formation. Moi, ce que je veux dire, extrapoler le problème en Afrique, c'est on va rencontrer d'autres difficultés parce que tout simplement, moi je suis sûr que une fille d'un certain âge préfère se marier, être mariée, que de rester célibataire pour éviter d'être une deuxième ou une troisième épouse. Donc à partir de ce moment-là, ces pesanteurs-là font que le mariage, c'est comme un bouée de sauvetage. Je pense que toutes les femmes ne sont pas libérées comme vous l'êtes. Je pense que c'est ça la différence. C'est-à-dire que quand je dis libéré, ce n'est pas autre chose. C'est tout simplement que vous avez un niveau, vous avez d'autres repères qui font que vous pouvez décider d'une position et qu'elles, aujourd'hui, en Afrique par exemple, sont dans une autre position qui leur permet de dire voilà le meilleur choix. Et donc tout est une question de point de vue, c'est-à-dire de position de laquelle vous parlez. Vous parlez du haut de ce que vous savez, du haut de ce que vous avez vu, ainsi de suite. Mais celle qui est au village là. Le poids du regard social. Exactement. C'est très important le poids du regard social. Ouais, si je peux... C'est très important. C'est pour ça que engager,
on va dire, une lutte aujourd'hui contre le mariage polygamique, c'est vraiment créer d'autres difficultés. Parce que vous savez très bien que dans nos pays, au moins dans les pays sahéliens, aujourd'hui, on a une montée en puissance de l'islamisme, en tout cas des mouvements religieux. Pas que dans cette exactement, région, et donc, voilà, on le voit tous les jours, qui fait qu'aujourd'hui, les codes de la famille, en général, c'est des difficultés à n'en pas finir. On ne peut pas avancer là-dessus. Madame Ba, avant de redonner la parole à M. Tel, votre réaction au propos de M. Gassama. Monsieur, comment dire, c'est Magassa. Autant pour moi. Donc moi, je rebondis sur ce que vous avez dit concernant toujours la femme. Voilà, des fois, est obligée, au lieu de rester, enfin, de mourir vieille fille, elle est obligée d'accepter n'importe quelle position de mariage parce qu'elle a peur de mourir vieille fille. Là, le problème principal, c'est qu'on ne donne pas à ces femmes-là la possibilité, déjà, comme je disais, il faut déjà que ces femmes-là, si on leur avait donné la chance d'être instruites, peut-être qu'elles n'auront pas cette position aujourd'hui. Mais pourquoi on ne le fait pas? On dérive sur d'autres questions. Non, mais je veux dire... On dérive sur d'autres questions là. Mais je veux dire, c'est quand même anormal qu'aujourd'hui, on est quand même en 2015, que vous me dites encore que la femme est obligée, en gros c'est ça, entre guillemets, d'avoir un époux. En gros c'est ça, pour vivre. Il faut qu'il y ait un homme. Pour être accepté dans la société. Société. Quand même, on est en 2015. Quand est-ce que les droits de la femme a été voté depuis je ne sais pas quelle année? Et aujourd'hui encore, on me dit que pour avoir un droit, en gros, la femme, pour qu'il y ait un droit, il faut qu'il pour ne pas être mise à l'index de la société. Mais c'est là qu'on doit dépasser. Parce qu'une femme a le droit de trouver un mari, ou comme elle a le droit de ne pas avoir un mari. Une femme doit avoir le droit d'avoir des enfants, comme elle peut avoir le droit de ne pas avoir Mais ça, c'est d'enfants. votre analyse à vous. Non, mais c'est mon analyse en global. Oui. Je ne l'analyse pas pour moi. Oui. Mais quand on regarde, pourquoi les femmes, le 8 mars, ils sont sur la rue? Pourquoi? C'est parce qu'elles revendiquent le droit. D'accord? Mais c'est ça le problème. Donc, Monsieur Tal. Oui, pour finir sur votre propos, c'est votre regard, mais c'est votre histoire, votre vie. On est le produit de son histoire et de son passé. Donc vous, et de sa situation géographique, là où vous êtes, vous parlez par rapport à du vécu et par rapport à la possibilité que vous avez ici. L'Africaine née en Afrique dans un autre système sociétal ne penserait pas probablement comme vous. Et même l'Africaine qui est dans la même situation que vous ne pense pas forcément comme vous. Et vous n'êtes pas nécessairement plus intelligente et plus consciencieuse qu'elle. Or, comme je l'ai dit tantôt, il y a des Africains comme vous qui préfèrent la polygamie. Vous êtes qui pour leur imposer la monogamie? Est-ce que vous avez fait le canton pour savoir combien de femmes préfèrent la monogamie et la polygamie, même ici? Ça, c'est de un. Pour revenir sur le problème des enfants, comme vous y tenez assez, je vous dis qu'il n'est pas du tout démontré que les enfants qui vivent dans des familles polygames souffrent plus que les enfants qui vivent dans des familles monogames. Il y a des enfants qui vivent dans des familles monogames recomposées qui trouvent des parents pour lesquels ils ne s'identifient pas. Et comme je l'avais dit aussi tantôt, il y a des enfants qui sont adoptés maintenant en France, comme on est en France, par des couples de même sexe, qui se retrouvent avec 2 mères et 2 pères. Est-ce que vous allez faire un combat pour ces enfants, pour qu'ils puissent savoir qui est le père, qui est la mère? Vous n'allez pas le faire, madame. On vous taxera d'homophobie et vous savez que vous n'allez pas le faire. Vous allez toucher là où c'est facile. Et c'est très facile aussi d'être de l'autre côté du continent et de lancer des pierres sur sa société. Ça, c'est facile parce qu'ici, on va vous applaudir. Ah ouais, vous êtes bien des femmes pour les droits de la femme. Les droits de la femme, c'est juste un dogme. Vous savez que ça a été créé depuis longtemps. Ça a été consacré dans les différents textes de droit fondamentaux à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme et même avant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensuite la Convention européenne des droits de l'homme. Qui l'a fait? Des intellectuels de quelle dimension et de quelle culture? Européenne et catholique. Vous voulez imposer ça à ces pays-là? Ils ont besoin que ça soit tropicalisé, qu'on tienne compte de leur réalité locale. On est d'accord? Ça, c'est de un. De deux, il y a des familles polygames, si je termine sur ça, il y a des familles polygames qui ont les moyens et qui ont beaucoup d'enfants par conviction, comme les mormones, où les enfants sont bien éduqués. Les femmes, par principe, des directrices de banques, de grandes banques aux États-Unis, qui s'investissent carrément tout le restant de leur vie à l'éducation de leurs enfants. Mais là, nous parlons de la France. Nous y reviendrons. Ah non, mais c'est juste pour lui dire que la polygamie n'entraîne pas forcément la pauvreté. Non, jamais. Très bien. Et donc, c'est le moment d'écouter la dernière partie de l'intervention de Assa, qui parle notamment de cette question du meilleur et du pire dans le mariage, avant que nous ne repartions dans le débat.
Madame Ba, je vous ai senti prête à réagir. Là. Vous êtes très prompte à le faire. Je vous laisse la parole. Je laisse Miss. Je vous rends l'honneur. Bon. D'accord. Donc, mais ce qu'elle dit là, mais admettez-le, c'est la réalité. Les enfants, c'est pas parce que j'ai vu une famille ou deux. Non, c'est pas ça. Mais c'est une réalité de souffrance que ça englobe la polygamie envers ces femmes et ces enfants. Il faut que les hommes puissent comprendre ça, que c'est très très difficile. C'est une situation pas possible que la femme est en train de vivre, même si elle ne le montre pas, parce qu'on est éduqué ainsi. Moi, j'ai grandi au Sénégal. Je suis arrivée ici en France, j'avais 28 ans. Donc, j'ai fait toute ma jeunesse au Sénégal. Donc, et j'ai grandi dans une famille polygame. Et ce que je vous dis, je l'ai vécu. Pour moi, comme tout le monde, on pensait au départ que c'était normal. Mais quand on est dedans, et qu'à un moment donné, on voit que la souffrance de nos mères, la souffrance de mes frères, de mes demi-sœurs, la cohabitation, c'est pas possible. C'est une souffrance atroce, donc il faut que vous l'admettez, M. Tal, que vous n'ignorez pas les problématiques de la polygamie. C'est ça mon problème, notre bataille aujourd'hui, notre association, c'est qu'il ne faut pas ignorer les problématiques de la polygamie. Il ne faut pas les négliger en se disant que si notre pays, si les enfants sont en échec, ce n'est pas la polygamie. C'est une des causes. C'est une des causes. Et puis c'est une des causes aussi du sous-développement de nos pays. Il faut en parler aussi. Parce que l'homme polygame, moi je l'ai toujours dit, l'homme polygame n'a pas le temps de se consacrer dans son pays pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour évoluer dans mon pays. Il a le temps de régler les problèmes entre ces deux femmes, les problèmes avec les enfants qui sont en train de se battre. Pourquoi cette violence qu'on vit tous les jours, pourquoi cette violence? Si c'était bien, il n'y aura pas de violence entre les femmes, il n'y aura pas de violence entre les enfants. Si c'était bien. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose d'obsolète quand même, M. Tal, en écoutant ce que dit déjà Assa et puis Mme Ba, est-ce qu'on n'est pas dans un contexte où la polygamie a existé dans certaines sociétés africaines pour des raisons propres à la culture et à l'histoire de ces sociétés-là, et qu'aujourd'hui, ce n'est adapté ni dans ces sociétés, ni dans les sociétés d'accueil, comme c'est le cas en France? D'accord. Avant de rebondir sur votre question, oui, je voudrais répondre à notre chanteuse, notre rappeuse, pour lui dire que moi aussi, personnellement, je m'engage contre les injustices contre les femmes. Mais la polygamie n'est pas une injustice. Et dans aussi un de mes morceaux, je suis aussi chanteur, je disais que si j'étais magistrat, j'appliquerais le maximum de la peine à chaque fois qu'une femme est battue par son mari. Cette femme qui l'a mise au monde mérite respect, mais aucunement la barbarie. Pour vous dire que nous aussi, ça fait partie de nos priorités. Et on fait partie des premières qui ont fait une tournée nationale au Sénégal pour promouvoir les droits de la femme et pour même inciter à ce que le code de la famille qui contient des discriminations soit revisité. Mais quant à aller jusqu'à remettre en cause la polygamie pour dire que c'est une réalité obsolète, non. Si elle est obsolète, elle le sera d'elle-même. Vous savez qu'il y a des institutions qui naissent et qui meurent. En France, il y a un temps, qui pouvait penser qu'il y aurait une loi pour valider les mariages de personnes de même sexe? Qui pourrait penser en 1945 que la femme ne serait pas chosifiée au rang de banc, au rang pratiquement de choses dans le code civil? Qui pourrait le penser? La société évolue. C'est vrai qu'il faut faire des démarches pour cette évolution, mais il faut que ce soit opportune et légitime. Or, vous n'avez aucune légitimité de par l'exemple que vous avez vu dans votre famille ou bien dans votre entourage, qui, moi, je viens de cette même société, les gens sont heureux dans les familles polygames. Si par hasard, dans votre petit coin, vous avez vu quelques familles qui ne sont pas heureuses de la polygamie, vous ne devez pas en faire une induction. Comme je le disais tantôt, il y a des familles polygames ici, en Afrique comme en Europe, aux États-Unis, qui sont très heureuses. Le problème, c'est l'existentiel. Est-ce qu'on a les moyens de son ambition? Mais est-ce que ces familles qui sont dans la polygamie et qui sont heureuses sont représentatives de l'ensemble des familles? Effectivement, pour y revenir, avant de vous laisser, la majeure partie des familles sénégalaises dans le milieu rural sont polygames, vous le savez. En milieu urbain, la polygamie est en train de disparaître. Personne ne l'a imposé. Les gens sont pragmatiques. Ils se disent que j'ai besoin de louer un appartement à 120 000 francs CFA. Je n'ai pas les moyens d'envoyer mes enfants à l'école. Automatiquement, cela se fait. Mais qui êtes-vous, ces associations qui vont dicter la loi aux autres? Cette attitude condescendante pour penser le bien à la place de l'autre, il faut l'arrêter. Je sais où est-ce que nous tous, on l'a hérité. On sait qui nous l'a appris. Mais il faut avoir l'intelligence. Mais c'est l'Européen, en l'occurrence les Français, qui l'ont appris. Non, mais c'est exactement l'explication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Mali, tout en plus, si vous regardez au moins dans les campagnes, très souvent, à un certain âge, si vous n'avez pas de femme, on commence à vous regarder de haut. Parce que tout simplement, ce n'est pas normal.
si vous voulez. Donc la question de normalité, comme vous dites, la question de normalité, de gêne, tout ce que vous dégagez derrière la question, c'est en fait une question de point de vue. C'est-à-dire que vous parlez du haut, de ce que vous savez ici. Mais là-bas, les gens ne parlent pas comme ça. L'urbanisation galopante que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a parlé dans les années 70 de l'exode rural qui faisait que les gens partaient des villages vers les villes. Et aujourd'hui, les villages eux-mêmes ne sont plus très représentatifs des réalités. Est-ce que cela ne va pas signifier qu'à terme, la polygamie tombera elle aussi mais la polygamie, elle va se réduire mécaniquement sur les zones urbaines. Oui. Mais en campagne, ça va toujours rester. Mais en zone urbaine, comme les populations sont en général, s'il y a beaucoup de fonctionnaires, les salariés, les revenus sont limités, bien sûr, il y a l'organisation du planning familial, enfin, toutes les informations qu'on donne aux uns aux autres. Ça fait que mécaniquement, la part de la polygamie se réduit en zone urbaine. Mais en zone rurale, aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a plus de combat à mener par rapport à la polygamie. Mais peut-être mentionner aussi qu'il s'avère que la majeure partie de ces Africains qui pratiquent la polygamie ici viennent d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, du Mali et du sud de la Mauritanie, il faut le dire. Parmi la cinquantaine de pays qui appliquent la polygamie, les plus représentatifs en France sont le Sénégal, le Mali et le sud de la Mauritanie. Or, il s'avère que tous ces gens viennent de la vallée du fleuve Sénégal, la région de Caille. Il faut dire les choses comme telles. Et c'est des gens qui ne viennent pas de la ville. Ils viennent de leur campagne, ils exportent leur réalité ici. Ça, c'est le chemin. Donc, pour combattre la polygamie, moi, je pense qu'il faut le faire dans la polygamie, pas en essayant de détruire la polygamie. Vous ne pouvez pas le faire et vous ne le ferez pas. C'est une institution qui est là depuis Mathusalem, qui va continuer à être ici et qui va se réguler automatiquement en fonction de l'évolution de la société. Mais voir les institutions que cela crée contre la femme, ça, moi, je serais même avec vous pour combattre cela. Si un mari égoïste amène ici deux femmes, j'ai vu ça dans le 13e arrondissement, un appartement de 20 mètres carrés, vous mettez deux femmes là-bas. Vous les mettez. Il n'y a pas que lui qui le fait. Il y a d'autres personnes qui le font aussi. On a une femme officielle et d'autres. Ouais. Ça, c'est de l'égoïsme humain. Ça n'a rien à voir avec la polygamie. S'il avait les moyens dans le 8e arrondissement, comme je dis, ou dans le 16e arrondissement, avec 200 mètres carrés, il pourra vivre sa polygamie peut-être convenablement. Il faut combattre cet égoïsme-là. Autre part, en amont, on sait où est la source de la polygamie. Je viens de le décrire. On peut combattre là-bas. Il y a deux lois. La loi malienne et la loi sénégalaise, inspirées du droit civil, mais qui tiennent compte des réalités locales et coutumières d'inspiration islamique. Parce qu'on pense que l'islam a toléré la polygamie, donc on peut faire ce qu'on veut. Le délit de bigamie qu'on oppose à la femme, pourquoi ne pas l'opposer dès le premier abord à l'homme? Comment? Au Sénégal, quand vous ne choisissez pas des régimes matrimoniaux, on vous considère comme polygame. Oui. Donc la loi encourage la polygamie. Au lieu de vous considérer comme monogame, on fait une présomption irréfragable que vous êtes polygame. Alors on devrait vous considérer comme monogame jusqu'à la preuve du contraire. Ce qui signifie que si vous voulez devenir polygame, vous allez le dire à votre femme, moi je signe pour la polygamie. Mais qu'on ne le déduise pas, c'est la loi qui vous rend polygame. Là, c'est un vrai combat. Un combat juridique qui se mène et qui se gagne dans le fond, dans le droit et non pas dans le dogme comme vous le faites. Dans le cas comparé au système malien, au Mali, on a quand on va au mariage civil, on a les deux possibilités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présomption au départ. C'est-à-dire que c'est vous qui dites... et donc c'est la première épouse qui détermine le régime. Si elle est d'accord pour la polygamie? Les deux. Mais il faut dire les choses très clairement, puisque c'est l'homme qui marie plutôt la femme, ce n'est pas l'inverse, quoi. Donc à partir de ce moment-là, les décisions de ce genre reviennent plutôt à l'homme. Attention, ce que vous connaissez pour le Mali, vous venez du Mali, mais le droit malien ne dit pas tout cela. Le mariage coutumier malien comme le mariage coutumier sénégalais peut être constaté ultérieurement, j'ai dit ultérieurement peut devenir un mariage civil. En général, c'est un mariage polygamique au Mali. Je vous dis la réalité. Et même plus tard, après, vous pouvez le faire constater par un juge. Moi, je parlais du mariage civil. Ouais. Le mariage civil, en général, les gens ne se marient pas civilement au Mali. Ils se marient coutumièrement. Je pense que aujourd'hui, on va plutôt vers ça. Une normalisation. Voilà, oui, mais ça, c'est dans les villes. Dans les villes, malheureusement, à Mali, il y a plus de campagnes comme au Sénégal. Et donc, les gens, en général, oui, il y a les deux aujourd'hui au Mali. Il y a les civils et le religieux. Donc, pour moi, pour revenir surtout sur la source, ça c'est très important ce que vous avez dit, lutter contre la source. Et c'est ça notre objectif, de lutter contre la polygamie. Quand vous parlez de la polygamie, c'est surtout, moi quand je parle, c'est la polygamie imposée. La polygamie choisie, que vous dites que s'il a les moyens de pouvoir prendre deux femmes, etc. Ça, est-ce qu'il a demandé? Et puis, que ce soit choisi, mais le consentement de la femme. Qu'il ait des moyens, qu'il demande l'autorisation de sa femme, qu'il a ses moyens, qu'il fasse la polygamie,
Il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe un peu en tant que polygamie, actuellement, c'est quoi? C'est toujours la polygamie imposée. Et en plus, on n'a pas les moyens pour élever, pour s'occuper de ces deux femmes, ni pour s'occuper de l'avenir de ses enfants. Et la femme, elle est là, elle souffre, elle va vendre du manioc, elle va vendre ceci pour essayer d'élever ses enfants, etc. À un moment que l'homme, il est là, il s'occupe même pas, la plupart, on ne le voit même pas. Et en plus, il va chercher encore d'autres, et ainsi de suite. Cette polygamie-là, moi, si vous le combattez, je suis d'accord avec vous. Madame, mais si vous parlez... Ça, c'est pas que des polygames. Il y a des monogames qui envoient leurs femmes vendre du maïs chaud à Barbès. Absolument. Ça, vous le savez. Il n'est pas marqué polygame ici. Et pour terminer, oui. Et pour terminer, oui. La plupart, quand on parle des immigrés en France, la plupart, une immigrée monogame, c'est rare. C'est rare. La plupart. Ah, si, non, ils sont pas. Non, pas de statistique. Non, je me suis trompée. Un mariage, comment dirais-je, une immigrée, étant femme seule, sans être mariée, c'est rare. C'est rare, il faut dire les choses. Souvent, ils sont mariés, mais ils vivent séparément avec son mari. Donc, polygamie. Ah non, pas donc polygamique. Ah, ça, c'est une déduction très rapide. Vous êtes marié, donc vous êtes polygame. Ça relève de quelle mathématique, ça? La plupart, ils se déclarent, comme je dis, ils se déclarent monogamie. Enfin, monogamie, ils se déclarent femme seule. Ils se déclarent femme seule, mais sauf qu'ils sont mariés avec quelqu'un. Elles vivent maritalement ou elles... Elles vivent maritalement. Mais pas forcément polygamiquement. Oui. Vivre maritalement, parce que c'est pas officiel. C'est pas officiel, voilà. C'est pas officiel, mais la polygamie n'est pas officielle en France, donc on ne peut pas... Voilà. Donc c'est des voies de contournement pour... Donc justement, cette femme va se déclarer effectivement qu'elle est seule. Elle n'ose pas dire que mon mari, il a une autre femme, je suis la deuxième. Ça, c'est normal. Donc elle va vivre dans le mensonge, cette femme-là. Les enfants vont vivre dans le mensonge aussi. Mais les enfants sont reconnus au moins. Mais les enfants, ils sont au courant. Non, je veux dire, les enfants sont reconnus par leur père. Oui, ils sont reconnus par leur père. D'accord. Ces enfants, souvent, sont reconnus par le papa. Mais la plupart du temps, de toute façon, ils sont pas obligés. On les interdit de dire que ta maman, elle est deuxième ou troisième. De toute façon, ces enfants ne le diront pas. Donc, ça va être un secret de la famille. Donc ça, vous devez combattre ça. Mais madame, je vous dis que ça, c'est pas exactement... Je voudrais conclure parce qu'il nous reste à peine 3 minutes. Je voudrais que chacun s'exprime là-dessus pour faire vraiment le tour. On avait entendu dans les années, quand Jacques Chirac était encore Premier ministre, ou maire de Paris plutôt, ce qu'il disait sur le bruit et les odeurs et les allocations familiales qui étaient versées. Est-ce que ça reste d'actualité aujourd'hui? Vous qui évoquez la question des femmes seules, oui, justement, ces femmes seules, quand elles sont seules, même quand elles sont seules, la plupart, ce que j'ai constaté, c'est l'homme, parce que bon... Ces femmes, souvent, il y en a qui arrivent à avoir un papier, mais il y en a qui n'en ont pas. Donc, celles qui n'en ont pas et qui ne sont pas reconnues ici, en France, donc même s'ils ont des enfants, c'est souvent le mari qui a ses papiers qui récupère ces allocations. Ces allocations-là, souvent, ils ne sont pas versées aux enfants. Il faut dire les choses, ils ne sont pas versés aux enfants. Donc, ils ne pensent pas à l'avenir de ces enfants. C'est plutôt, je vais acheter une autre maison en Afrique où je vais encore épouser une deuxième ou une troisième. Ça se passe toujours comme ça. Et c'est pour cela que je me dis, il est temps de trouver, que les autorités françaises s'occupent de cette problématique. C'est un problème en France. C'est une souffrance pour les enfants, c'est une souffrance pour ces femmes-là qui sont obligées de mentir tout le temps de leur vie matrimoniale en France, etc. C'est très important donc, pour que ces femmes puissent avoir la liberté de vivre comme ils veulent. Monsieur Magassa. Oui, mais encore une fois, moi j'ai l'impression que vous parlez d'une situation qui date quand même... de 10, 15, voire 20 ans, quoi. Parce qu'aujourd'hui... Elle date pas, parce que jusqu'aujourd'hui, on a encore ces cas de femmes c'est vraiment marginal. C'est marginal parce que qui ne sont pas forcément mariées, mais qui ont des enfants avec un homme qui est leur mari dans les faits, mais officiellement, ils n'ont aucun lien juridique qui les unit. C'est exactement ce que je disais avant. C'est-à-dire que si on va sur cette situation-là, on trouverait des Français dans la même situation, c'est-à-dire des Français. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, en termes d'intégration, qu'est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui par rapport à la question de... Qu'est-ce qu'on devrait dire par rapport à la question de la polygamie? Par rapport à la question de la polygamie, moi je pense que c'est un problème qui s'est posé à un moment donné, que nous sommes en train, que la société est en train, comme il l'a dit tout à l'heure, la société est en train de trouver des solutions. Encore une fois, avec la décohabitation, il y a eu des lettres circulaires qui ont été envoyées au préfet pour permettre de donner des meilleures conditions aux familles polygames pour que la séparation puisse se faire dans les meilleures conditions. En gros, il faudrait trouver
un appartement, des conditions de vie décentes à la deuxième épouse, si c'était deux. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place. Aujourd'hui, on n'a que de mon point de vue, que du résiduel sur cette question-là. Elle n'est plus aussi fondamentale qu'il y a 15-20 ans. On va terminer là-dessus, M. Tal. Vous avez moins de 2 minutes pour conclure, mais je vous les laisse, les 2 minutes. D'accord. En fait, moi, par rapport à la thématique de l'émission sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'intégration, pour moi, d'abord, c'est éviter de faire l'amalgame que ces associations comme celle de Mme Ba font entre les problèmes auxquels sont confrontés les Africains pour leur intégration ici. Ce que vous dites, ça existe, mais ça n'a rien à voir avec la polygamie. Les Africains qui viennent ici, il y en a pas mal qui trichent au niveau des allocations familiales. Est-ce que ça a un rapport avec la polygamie? Ça n'a aucun rapport. Or, vous surfez sur ça, vous utilisez ces problèmes-là, vous les calquez à la polygamie, vous devenez crédible. Alors, vous devenez artificiellement crédible. Ça, c'est le premier problème à éviter. Deuxième problème, l'injustice au niveau de la loi qui est discriminatoire. Il faut que la France elle-même ne fasse pas de discrimination au niveau du rejet de la polygamie. Ce n'est pas bon pour les Maliens, mais c'est bon pour les Algériens. Ce n'est pas bon pour les Sénégalais, mais c'est bon pour les gens de Mayotte. Ça, il faudra éviter et réguler. La dernière chose sur laquelle ce sera mon propos maintenant, au niveau concret, il faudra aussi quand même, comme on est en France et que c'est interdit, il faudra que la France prenne des précautions. Si vous devez faire venir quelqu'un ici, qui est, comme vous dites, la décohabitation, et que carrément, vous répondez aux critères, comme imposé par la loi, le code de l'entrée et du séjour des étrangers, pour faire venir quelques membres de votre famille dans le cadre des normes qui sont acceptées comme confort pour une famille française équitable. C'est ce que je conseille. Merci beaucoup, M. Aliou Tal. Merci à M. Magassa, Sekou Magassa. Je rappelle que vous êtes président de l'association Cartail, de l'association ID, Initiative pour le développement. M. Tal est président de l'association RADUC, si je ne me trompe pas, et vous êtes conseiller juridique, spécialiste du droit des étrangers. Madame Awaba est présidente de EFAPO, En finir avec la polygamie. Elle est également auteure d'un livre sur la polygamie, la douleur des femmes. Je vous remercie tous, encore une fois, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui avez regardé jusqu'à son terme l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Politiquement Incorrect.